on the beat. Pour le reçoit donc en exclusivité un artiste et non des moindres, Serge Beno. C'est 10 ans de carrière, pas mal de scènes et une image qu'il a su construire. Aujourd'hui en exclusivité, après en tout cas un long moment où il ne s'est pas ouvert aux médias, il nous accorde une exclusivité ce dimanche 22 septembre donc, dans les halls du Méridien Hôtel donc à Paris. Bonjour Serge Beno. C'est comment, oui? J'ai fait grâce. Ça va? J'ai été trop sérieux dans mon introduction. Là. Ouais, je comprends pas. Mais le gars là, il est là ou quoi? Non, mais c'est important, il faut ça aussi souvent. Là, du coup, comme tu es arrivé d'Abidjan il y a pratiquement 2-3 jours, Ouais. on va essayer de consacrer un peu la tradition africaine. Donc, on va dire les nouvelles d'Abidjan. Bon, les nouvelles sont bonnes. Tout le monde va bien. Donc, je suis là sur Paris pour une série de spectacles. Et puis après, voilà, je continue ma life à Abidjan. Combien de jours sur Paris? Je suis là pour une semaine. Ouais. Une semaine. Ouais. La première, tu as parlé de spectacle, justement, tu étais sur la scène de Bercy. Ouais, à Bercy, à ouais. travers la nuit du Mali. Comment c'était? Ouais, c'était super, c'était super. C'était une salle pleine à craquer. Pleine à craquer. En tout cas, tous les artistes se sont succédés. Il y avait beaucoup d'artistes maliens et quelques artistes d'autres horizons, dont la Côte d'Ivoire que j'ai représentée dignement hier. Voilà. Ça donne des idées, ça, non? On s'est retrouvé sur une scène comme Bercy. Ouais, ça donne beaucoup d'idées, ça donne aussi à réfléchir sur notre manière de fonctionner et surtout sur les objectifs qu'on doit se fixer pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire à travers la musique, surtout ici en Europe. Là, tu as été à l'Élysée-Montmartre, on Ouais. t'annonçait notamment pour 2019 à l'Olympia. Ouais. Où on en est? On est en train de travailler là-dessus. L'année n'est pas encore terminée, on a jusqu'à décembre. Mais je pense que ça va se faire très prochainement. Ça nous donne l'occasion justement de parler de tes 10 ans de carrière. Ouais. 10 ans de carrière avec ce spectacle à l'Élysée-Montmartre. Et après, tu prévoyais, on va dire, un spectacle où tu parlais de pas mal de surprises, de belles choses en termes de dynamique scénique, en termes de chorégraphie. Ce projet, il est mort-né ou il est toujours en voie? Il est toujours en voie, sauf que il y avait un projet qui était encore meilleur pour moi. C'était le concert que je devais faire avec Paix à son âme Arafat. Donc j'ai préféré le mettre en priorité. Et puis bon, voilà, la vie en a décidé autrement. Et voilà, on est en train de voir avec le staff comment on peut se réorganiser pour justement continuer notre programme. On va revenir tout à l'heure sur ce projet justement que tu parles avec Arafat. Arafat, c'est un sujet forcément dont on va parler lors de cet entretien, mais bien avant, on va s'intéresser à tes derniers concepts. Il y a eu Débrouiller, il y a eu Koyoko. Et quel bilan tu fais de ces deux dernières sorties en matière de production musicale? Bah, ça va. En tout cas, mon public, il a bien perçu les sons. Après, moi-même, je n'étais pas vraiment à fond dans le truc. Je ne me suis pas vraiment lancé dans la promo parce que j'étais occupé dans d'autres choses. Vous savez que je ne fais pas que de la musique. Donc, mais là, ça va. Je suis revenu dans la musique au calme. Donc, je pense que vous allez voir avec les prochaines sorties la différence avec ces chansons-là. Quand tu parles d'autre chose, forcément, tu parles de ton restaurant, le Hit Fat Food. Pas tu forcément. as dû prendre le temps où c'est des affaires, c'est d'autres réalités. Bah, c'est les affaires en général. Ouais. Mais c'est le fait que tu aies pu consacrer ton temps à autre chose qui a fait qu'on n'a pas trop senti cette dernière production où tu es Beno en baisse de régime, on peut dire ça comme ça. Après, ça dépend dans quel angle tu vois la chose. Sinon, moi je te dis que c'est parce que j'étais pas à fond dans le truc, tu vois. C'est juste ça. Sinon, je suis pas du tout en baisse de régime. Je pense que si j'étais en baisse de régime, je ne serais pas ici en train de tourner. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on est. Et puis c'est tellement normal. La vie elle est comme ça. Hein. Tu peux pas avoir une courbe, hein, comment on dit ça en français, exponentielle, c'est ça? Ouais, voilà. C'est toujours comme ça va, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'essentiel c'est de garder le cap. Voilà.
Et là, justement, pour toi, pour garder ce cap, comment est-ce que tu comptes rebondir, on va dire, si on veut s'arrêter au bilan, on va dire, mitigé de ces dernières sorties-là? Bah, je vais rebondir à ma façon. J'ai des stratégies que je garde pour moi. Mais vous allez voir, vous allez vous-même constater quand justement les prochaines sorties vont arriver. Mais pour l'instant, je me donne un droit de réserve là-dessus. Ouais. Pour refermer cette parenthèse, s'il y a un bilan à faire justement de tes 10 ans de carrière Ouais. et des différents concerts que tu as pu faire à l'occasion, qu'est-ce que tu dirais? Bah, je dirais merci à mon public parce que depuis le début, ils ont toujours été là pour moi. Et c'est grâce à eux que j'ai toujours la force de pouvoir continuer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Tu as dit tout à l'heure, une carrière, c'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. Il y a des périodes ascendantes, il y a des périodes où c'est descend, assez ouais. creux. Toi, tes périodes de pic, là où tu t'es senti vraiment au plus fort de ton succès, où tu t'es dit, là j'ai atteint le cap véritable, c'était à quel moment? Non, j'ai jamais eu ce ressenti-là. Jamais eu ce ressenti-là. Moi, je me dis que quand je pourrais faire le bilan quand j'aurai pris ma retraite. Quand j'aurai pris ma retraite, je pourrais dire, regarder dans le rétroviseur et puis me dire, ouais, j'ai atteint tel objectif, voilà ce que je n'ai pas pu atteindre. Pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est le processus. Comment ma carrière elle se développe, comment les choses évoluent. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Voilà. Si je te dis 12 août 2019, ça te rappelle quoi? Bah, c'est un jour très sombre pour la Côte d'Ivoire et pour le coupé décalé. Ça me rappelle le décès de DJ Arafat. Et justement, DJ Arafat, lorsqu'on dit DJ Arafat, toi, ça suscite quoi en toi, en tant qu'artiste coupé décalé? Bah, c'est un grand artiste. En tout cas, musicalement, on ne peut rien reprocher à Arafat. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent, qui avait un talent énorme, qui a inspiré beaucoup d'artistes. Je pense que j'en fais partie aussi. Moi, je partais à l'école quand je l'ai connu. Et je me rappelle que, étant au lycée, les samedis, on se cotisait pour aller dans les maquis animés, pour le regarder animé et tout, avant que moi je me retrouve aussi dans le showbiz. Et par la grâce de Dieu, on a pu collaborer ensemble et tout. Je garde le souvenir de quelqu'un qui était très talentueux. Très talentueux. Pour Ouais. attester tes propos hors micro, un jour tu confiais, tu me disais, Ouais. si Arafat savait qu'il était le Michael Jackson des artistes coupés décalés, Ah ouais. aujourd'hui avec du recul, quelle résonance cette affirmation a pour toi? Bah, c'est confirmé, hein. Vous avez vu après son décès, on dit qu'un artiste, on ne reconnaît sa valeur qu'après sa mort. C'est vrai, pendant de ton vivant, les gens vont dire ouais, t'es bon, mais c'est quand tu meurs là, c'est là on voit vraiment que tu étais un artiste. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et là, vous avez vu après sa mort, comment tout le monde s'est senti. C'est vrai, Comme Michael Jackson. Hein. c'est clair, tu reconnais le talent de l'homme, mais de Ouais. son vivant, vous n'aviez pas toujours eu des rapports assez, on va dire, paisibles, assez sains. Ouais. C'était quoi? Quel était le problème entre DJ Arafat et Serge Beno? Bah, franchement, je pense que c'est pas le moment de parler de cela parce que Arafat n'est plus. Ah, qu'est-ce qu'on avait comme problème avant, qu'est-ce qu'on avait comme problème, c'est pas ça le plus important. C'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui a donné de son âme, qui a tout donné pour la musique. Moi, c'est ce que je retiens. Le reste, tu vois, c'est rien du tout. Même aujourd'hui, quand tu penses à ces pics qui te lançaient, par exemple, ou que vous lanciez vice-versa, Ouais. tu t'arrêtes pas un instant quand même pour dire, voilà, à cet instant précis, qu'est-ce que toi, ça pourrait te faire? Bah, à un moment, ça m'a fait beaucoup de mal, tu vois. En toute honnêteté, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais on a eu à parler, tu vois, on s'est dit, c'est plus, on n'est plus des enfants, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose, tu vois. Et justement, c'est pour ça qu'on avait tous deux décidé de faire ce concert de réconciliation et tout, qui devait être piloté par Eric Osseri, c'est lui qui a eu l'idée de faire ce projet. Et avant, on se disait,
Là où il y a Beno, Arafat ne vient pas. Là où il y a Arafat, Beno n'est pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ben, on s'est dit, il fallait qu'on laisse tout ça de côté et qu'on passe à autre chose. Mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Le projet a été avorté. Et voilà, ça fait mal, tu vois. Ça fait mal parce qu'on n'a pas eu le temps de s'exprimer vis-à-vis de nos différents fans. On n'a pas eu le temps de calmer tout le monde, de calmer les ardeurs. Parce qu'on voulait, au-delà de ce concert, donner un vrai message de paix et de réconciliation à tous les Ivoiriens. Parce que vous savez que bientôt il y a les élections et tout. Donc c'était en fait ça la logique. Ce concert était prévu pour le mois de décembre. Décembre. Arafat C'était 17. septembre, après ils ont remis en décembre. Ok. Et voilà. Donc la dernière fois où vous êtes parlé, toi et Arafat, c'était quand? Je ne me rappelle plus la date, mais c'était justement dans les préparatifs de ce concert. Dans les préparatifs du concert avec Eric Au mois de Osseri. juin ou juillet? Franchement, je ne me rappelle plus. Tu te rappelles? Ouais, mais je pense qu'il y a genre 4 mois comme ça. Et quand tu dis que vous êtes rencontrés, toi et lui, que vous avez eu à échanger, vous êtes parlé au téléphone, vous êtes vus? Non, on s'est vu chez Rico. On n'a même pas vraiment parlé, c'était juste ouais, ça va, c'est comment, t'es prêt pour le concert? Ouais, c'est juste ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu évacuer en griffes différents alors du coup. Ben justement, c'était pas juste un concert. Ça devait être fait sous forme de télé-réalité. On a même commencé les interviews. Je pense que Erico doit avoir les images. On a même commencé les interviews. Ça devait être fait sous forme de télé-réalité. Et ça, c'est moi qui l'ai proposé à Eric Osseri. Lui voulait juste faire un concert. J'ai dit non. Tu sais que j'ai un problème avec ce gars-là. Si on n'a pas réglé nos problèmes, ça ne sert à rien d'aller se mettre sur scène. Ça dépend de toi. Soit on le fait de façon privée et puis après on fait notre concert. Mais je pense qu'on peut profiter de ça et en faire un événement. Donc Arafat et moi, je souhaiterais qu'on s'asseye et qu'on se parle comme des garçons. Tu vois, qu'il me dit ce qu'il me reproche, moi aussi je lui dis, et puis après on fait la paix. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça le projet en lui-même. Tu vois. Donc on avait commencé les interviews et puis il a décédé. Là, considère que je suis Didier Arafat. Qu'est-ce que tu pourrais me reprocher? Désolé, je pourrais rien te dire parce que tu n'es pas DJ Arafat. Et franchement, il faut laisser le monsieur se reposer en paix. Tu vois, il est mort, il est mort. Il est mort avec, il est parti avec tout ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Moi je suis africain, tu sais dans la tradition africaine, on ne peut pas en vouloir à un mort. Quand quelqu'un meurt, généralement même dans les funérailles, on appelle même tous ses ennemis, tous les gens pour venir pardonner et demander pardon pour que son âme repose en paix, tu vois. Si je dois soulever tout ça aujourd'hui, c'est comme si je ne souhaite pas que son âme repose en paix, tu comprends ce que je veux dire. Voilà, tout mon souhait c'est que là où il est, il soit tranquille et qu'il ait le repos éternel. Mais justement, les gens pourront te ramener la question pour dire mais pourquoi tu n'es pas allé jouer au stade Flo lors de ses obsèques? Pourquoi? Bah parce que pour moi c'était pas des obsèques. Pour moi c'était, ça avait tout sauf des obsèques, tu vois. C'était, excuse-moi du terme, mais pour moi c'était comme un concert, tu vois. Je me suis pas senti concerné par ça en fait. Au départ j'étais... Tu avais trop d'émotions, tu te disais mais pourquoi aller danser alors que voilà, tu vois, alors qu'on pleure. C'est vrai on peut danser, mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quand on sort de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Tu vois, c'était pas un concert, tu vois. J'étais même sur la liste des artistes, hein, et puis à la dernière minute, j'ai dit non. Quand j'ai vu comment quand j'ai vu le conducteur, j'ai vu comment ça se déroulait, parce que j'étais programmé un peu vers la fin, tu vois. Donc je regardais le truc à la maison avant de partir, et puis j'ai vu comment ça se déroulait, j'ai dit non, moi. Justement, tu parles de rééducation. Qu'est-ce que toi tu retiens de cette mort-là? À 33 ans, toi tu as fêté 32 ans il y a quelques jours. Ouais. Qu'est-ce que je retiens? Bah, c'est une mort comme tout autre. Il y a des gens qui meurent à 2 ans, à 3 ans. La mort, c'est la mort. Personne ne décide de quand il va mourir. Il n'y a rien à retenir. On dit tout ce qui est vrai dans la vie, c'est la mort. C'est parce que tu sais qu'un jour que tu vas mourir, que tu sais comment tu marches. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tout le monde sait qu'il va mourir demain, il faut que chacun puisse laisser au moins de bonnes traces de son vivant. C'est ça qui est important. C'est vrai que tu le dis, mais après, on pourrait dire il a eu quand même un vécu tumultueux. Hein? Il y avait pas mal de guéguerres, ça et là. Est-ce que tout ça, par exemple, par rapport à un artiste, ça ne donne pas de se dire on doit avoir un comportement exemplaire ou bien une manière de marcher qui doit nous permettre de quand même continuer notre vie? Parce qu'on aurait pu te dire,
la plus grosse célébrité du 21e siècle, par exemple Michael Jackson, est décédé à 50 ans, peut-être parce qu'il a eu des choix de vie. Est-ce que ces choix de vie n'ont pas aussi impacté sur cette courte existence, on va dire? Parce que mourir à 33 ans, quand même, c'est un peu trop tôt. Ouais, il y a eu beaucoup de guéguerres, il y a eu beaucoup de ce que tu veux, tu peux appeler ça comme tu veux, mais ça fait partie de la vie. La vie, elle est comme ça. Tu vois, tout ce dont on a besoin, pour moi, hein, tout ce dont on a besoin pour bien se développer dans son art, c'est la paix. C'est la paix, il faut qu'on se respecte entre nous. Et c'est bon. Le reste, c'est que de la concurrence. Tu vois, si tu dois prendre la concurrence comme étant une mauvaise chose, c'est que tu n'as pas d'ambition, frère. Comment tu vois le coupé décalé sans lui? Le coupé décalé va continuer. Ça va continuer. C'est vrai que ça fait mal, c'est dur à accepter, mais la réalité est que ça va continuer. Tu vois ce que je veux dire? On a vécu la même chose avec Doug Saga. Quand Doug Saga est décédé, tout le monde se disait ouais, le coupé décalé est mort, il n'y a plus d'espoir pour le coupé décalé. Et puis il y a une nouvelle génération qui s'est créée, tu vois. Donc même après la mort d'Arafat, ça va continuer. Ça c'est sûr. Tu as parlé de Doug Saga. Lorsqu'il est décédé, on a assisté à une guerre des clans entre Mola Haré, Jean-Jacques Kwame, essaye de parler les gars de la Jet Set. On parlait un peu d'une sorte de président pour la Jet Set, de pas mal de choses. On voit avec le décès de Didier Arafat, est-ce que tu vois un positionnement certain de certains artistes qu'on pourrait appeler de la nouvelle génération? Je parle notamment de Ariel Chené, de Safarel Obiang, qui se disent bon, il y a une place à prendre, que c'est à nous d'être les nouveaux porte-flambeaux de ce registre musical. Est-ce que toi tu... Mais ça, je le dis depuis des années. Je le dis depuis des années. À chaque fois que je disais, les gens pensaient que c'est parce que j'étais jaloux d'Arafat ou ceci, cela. J'ai déjà dit, depuis l'année passée, j'ai toujours dit que la nouvelle génération a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Safarel, Ariel Chené, Ramsey, Salvador, tous ces jeunes-là. Je pense que ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut. Il faut que vraiment ils s'arment de courage, qu'ils se mettent vraiment au travail et surtout qu'ils ne fassent pas les erreurs que nous on a fait. Tu vois, il faut que vraiment chacun tire des leçons de nos mauvais comportements qu'on a eus de notre génération et que eux dans leur mouvement ils puissent justement tirer les bons fruits et avancer. Dans cette nouvelle génération, qui toi tu vois comme porte-flambeau? Bah, tous. J'aime bien Ariel Chené. J'aime bien Ariel Chené parce que c'est un bon musicien. C'est un bon musicien. Et puis, il y a mes petits aussi, Ramsey, Salvador. Et même, comment il s'appelle Safarel, tu vois. Après, ils sont beaucoup comme ça. Ils sont beaucoup. Il y a le petit de Kejevara là aussi, Moasco, que j'aime bien. Et voilà. Pour moi, ils sont tous talentueux. Peut-être que ils n'ont pas encore trouvé leur chemin, tu vois. Ils n'ont pas encore trouvé leur chemin, mais ça va venir. Mais pour toi, dans votre génération, je parlais de Kejevara, enfin de Bordeaux, toi et autres. Tu ne penses pas que quelqu'un peut tirer et être vraiment, on va dire, cette personne-là qui va conduire les choses? Tu penses plutôt à la génération qui est après vous? Je pense que on est un ensemble, tu vois. Chacun se développe à sa façon et c'est le public qui décide de qui il porte au sommet. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est le public qui décide. Mais après, moi en tant qu'artiste, j'ai des artistes que j'aime, comme DJ Mix. Ça c'est, tu vois, c'est quelqu'un que j'adore. Voilà, je suis un fan. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense vous êtes le même jour. Ouais. Comme par hasard, ouais. Tu vois, c'est mon gars, je l'aime bien. Et je pense qu'il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de potentiel. Ouais. Tu penses qu'il peut apporter quelque chose au mouvement? Il peut apporter son plus. Ouais. Il peut apporter beaucoup même, beaucoup. Saïd Beno se définit aujourd'hui plus comme homme d'affaires ou un artiste coupé décalé? Je me définis comme un homme d'affaires parce que je prends la musique aussi comme une affaire. Pour moi, je ne suis pas juste musicien. La musique, c'est une industrie, tu vois. C'est pas... Quand tu rentres dans le showbiz, c'est plus une affaire de passion. Parce que si on voulait faire de la musique notre passion, on allait rester chez nous, jouer des instruments ou chanter dans son studio, chacun et puis tranquille, tu vois ce que je veux dire. Donc si on décide de vendre ce qu'on fait, de vendre notre passion
ça devient un business, tu vois. Donc moi, je me considère plus comme un chef d'entreprise qu'un artiste, simplement. Ton modèle, tu m'as dit, c'est PDD. PDD, ouais. Qu'est-ce que tu prends de lui et qui t'emmène à pouvoir gérer tes affaires autant avec autant de maestria? Bah, c'est un vrai chef d'entreprise, c'est un vrai homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a su se développer, qui a su développer une image de marque et qui a su rentabiliser cette image-là. Voilà, j'étais en train de regarder la dernière fois sur Google que P. Diddy a sorti son dernier album en 1999. Pourtant, il est d'actualité. Qu'est-ce qui le fait vivre? C'est son image. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est ça. Il a tout compris. Tu es dans cette démarche-là. Ouais. Tu es dans cette démarche de ne plus trop sortir d'album et plus te concentrer sur ton image de marque. Peu importe, moi je suis dans une logique de gagner de l'argent. Voilà. En tout cas, pour gagner de l'argent, tu en as gagné en peu de temps quand même, plusieurs maisons à ton actif, des parents à l'abri et bien d'investissement. C'est quoi le secret finalement de Serge Beno? Bah, le secret, c'est d'avoir une vie rangée d'abord. C'est très important. Et puis de savoir ce que tu veux. Savoir ce que tu veux. Voilà. Il y a les gens qui vivent dans l'excès, qui vivent dans tout ce que tu peux penser. C'est parce qu'ils aiment cela. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, chacun a sa vision dans la vie. Et moi, selon ma vision, j'ai une certaine manière de marcher, tu vois, qui fait que je ne m'égare pas en fait. Une vie rangée, comment toi tu l'as définie? Parce que une vie rangée, c'est un tout. Donc tu l'as défini comment? C'est le monsieur qui, après un spectacle, rentre chez lui, papa, enfin... Non, ça c'est le côté... Ça c'est le côté moralité, tu vois. Mais je parle dans le business même. Il faut, quand tu gagnes de l'argent, comment tu dépenses cet argent? C'est là, c'est en ce sens que je parle d'avoir une vie rangée financièrement, tu vois. Et puis après, il y a le côté moralité, ça c'est l'éducation de chacun, tu vois ce que je veux dire. Alors, on n'a pas été éduqué de la même façon, mais voilà, il faut savoir investir. Voilà, il faut savoir investir, c'est très important. C'est pas forcément dans d'autres secteurs d'activité, même dans la musique, tu vois. Parce que quand tu développes une carrière, quand tu sors par exemple un album, que ça marche, que tu as des retombées, comment tu réinvestis cet argent-là sur toi-même? Et peut-être après, tu peux penser à investir dans d'autres secteurs d'activité, tu vois ce que je veux dire? Mais comment tu réinvestis cet argent sur toi? C'est en ce sens que je parle d'avoir une vie rangée. Le domaine porteur dans lequel donc, tu as pu investir? Disons d'abord dans la musique. Dans la musique, j'ai investi sur moi-même. Et puis, en dehors de la musique, je pense que le domaine qui a été le plus porteur pour moi, c'est l'immobilier. Tu le dis rarement, mais tu es ton propre producteur depuis que tu t'es séparé avec ton premier producteur. Ouais, je suis mon propre producteur depuis maintenant 8 ans. Ouais, 8 ans. Patron du label Star Factory, Ouais. on sait que tu as révélé pas mal d'artistes. Il y a aussi le cas de celui qui était dans ton label qui est parti maintenant, Safarel. Safarel, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour qu'il quitte le label Star Factory? Ah, ça c'est une vraie question. Perso, je ne sais pas clairement ce qui s'est passé parce qu'il ne m'a pas donné des raisons véritables. Ben, j'ai juste compris qu'il avait envie d'être indépendant, tu vois. Donc voilà, je lui ai donné mon accord et puis il est parti. Il n'y a pas eu de quoi, tu n'en as pas voulu parce que quand même, Non. C'est toi qui as fait le son qu'il a quand même propulsé véritablement. Ouais, mais après c'est la vie, hein, tu vois, tu peux pas empêcher quelqu'un de suivre ses convictions. Si peut-être il a jugé digne de pouvoir se développer en dehors de moi, pour moi c'est toujours une victoire. Parce qu'aujourd'hui je suis très fier de lui. Je suis très fier de lui quand je le vois, il se développe quand même bien et il monte, tu vois, ça fait plaisir. Parce que tu le veuilles ou pas, partout où il va partir, ça va le suivre. Voilà, mon nom sera toujours derrière lui parce que dans son succès, il y a il y a mon sang dedans. Tu vois, donc il ne peut pas être fâché avec quelque chose que moi-même j'ai créé, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est plus une fierté que tout. Pour parler de fierté, l'une de tes satisfactions par rapport aux artistes que tu as produits sous ton label, c'est laquelle est ta fierté? Bah, tous. C'est parce que je suis d'abord fan et je suis
d'abord fan et fier d'eux que je m'investis dans leur boulot. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont un peu plus connus que certains, mais bon, justement, on est là pour ça, on travaille pour que, à un moment, tous puissent connaître le succès. Serge Benoît, la dernière question, qui lance Koyoko quelques temps après. Il y a un malheur qui frappe, malheureusement. Là, tu es en tournée en France, tu vas retenir d'ici peu. Quelle est la suite de ton programme? Quel nouveau projet musical tu comptes offrir aux Ivoiriens d'ici peu? Bah, je continue dans ma tournée, parce que c'est lancé depuis le début de l'année. J'ai plusieurs dates que je dois faire d'ici la fin de l'année. Enfin, de là jusqu'à la fin de l'année. Mais entre autres, il y aura forcément des sorties de nouvelles chansons et tout. Et je prépare aussi mon 4e album qui va arriver début 2020. Donc c'est ça les gros projets. Avec ton 4e album, comme tu donnes l'exclusivité, l'objectif c'est quoi? Un disque d'or aussi? Mon objectif c'est de vendre. Peu importe si ça va me rapporter 10 d'or ou... En tout cas, moi, je vends. Tu n'es pas en quête d'un disque d'or? Si, pourquoi pas. Ben, je ne me fixe pas forcément ça comme objectif. Moi, je te dis, moi, combien je vais retirer dedans, c'est ça qui m'intéresse. Tu ne te mets pas de pression? Je ne mets pas de pression. Voilà, si les fans ils accueillent ça bien, que ça marche bien, tant mieux. Ça veut dire que le disque d'or va venir après, tu vois. Ça fera plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là maintenant? Beaucoup de santé, parce que j'en ai vraiment besoin. Parce que tu ne te sens pas bien? Je me sens bien, mais j'ai besoin de repos. Moi, oui, c'est ça, j'ai besoin de repos. Oui, parce que tes fans même te reprochent tout à fois, on dit, mais attends, il grossit pas. J'ai besoin de repos. 32 ans, mais... On fait le grossir là, tiens, Michael Jackson, qui avait Jerry Michael Jackson ici? Ou bien qui, je ne sais pas, qui avait succès avec Michael Jackson ici? Oui, il n'était pas gros. Il n'était pas gros? Ouais. Ah! Donc, il faut qu'on t'accepte ici avec ta forme. C'est naissance, je suis né comme ça, donc on me prendre comme ça. Okay. Voilà, et puis je ne suis plus à ce stade-là de grossir pour plaire à quelqu'un, mais je ne suis plus à ce stade-là. Aujourd'hui, je suis marié, ma femme est même comme je suis. C'est bon. Le reste là. Bien ta femme, justement? Ouais, très bien. Tout le monde va bien. Elle se porte bien? Au calme. Ok. 32 ans, 19 septembre 2019, une interview là à Paris. Un mot fort pour conclure cet entretien. Bah, merci à TuPeople pour l'occasion que vous m'avez donnée de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Tout ce que je voudrais dire à mes fans, c'est merci aussi à eux de toujours me soutenir. À toute la population ivoirienne, tout ce que je voudrais donner comme message, c'est un message de paix et de solidarité, surtout pour les élections qui arrivent. Soyons unis, pensons à la Côte d'Ivoire et puis voilà, que Dieu garde notre cher pays. Merci beaucoup Beno, merci Ensemble. infiniment. C'était l'exclusivité estampillée, donc Actu People. C'est l'une des toutes premières interviews vidéo pour ce magazine-là que vous avez adopté et j'espère que vous serez très nombreux en tout cas à suivre, à partager et à suivre, donc voilà, à lire cette interview que nous a accordé Serge Benoît en ce jour du 22, voilà, 19 parce que c'était son anniversaire, du 22 septembre. Merci encore à Prince Alain qui a capté les images. Que Dieu vous garde. Restez connectés sur 3 fois 2.